J'ai 82 ans et ce matin, j'ai fait mes courses seule. J'ai porté mes sacs jusqu'au 3e étage sans ascenseur. J'ai préparé ma soupe de poireaux. J'ai arrosé mes géraniums sur le rebord de la fenêtre et j'ai refermé ma porte à clé avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui n'attend personne pour vivre. Mon nom est Célestine Vouriot. Et je vais vous dire quelque chose que ma fille Marguerite Hanouk répète à ses amis en levant les yeux au ciel. Je suis la femme la plus obstinément libre qu'elle connaisse. Elle n'a pas tort. Mais cette liberté, je ne l'ai pas reçue en héritage. Je l'ai construite pierre après pierre, au fil des décennies, souvent dans la douleur, parfois dans l'incompréhension totale des gens qui m'entouraient. Et aujourd'hui, à l'âge où beaucoup attendent que quelqu'un vienne tourner leur clé dans la serrure, je tourne la mienne moi-même. Voici ce que j'ai appris. Il y a une chose que personne ne vous dit quand vous avancez en âge. Le monde se met progressivement à vous regarder comme une question à résoudre. À 70 ans, les regards commencent à changer. Les enfants parlent plus lentement, comme si vos oreilles avaient rétréci avec vos mollets. Les médecins s'adressent parfois à la personne qui vous accompagne plutôt qu'à vous. Et votre entourage, avec la meilleure intention du monde, commence à murmurer entre eux des mots comme placement, assistance, sécurité. Je n'ai pas attendu que ce regard me définisse. À 68 ans, j'ai pris une décision que tout le monde autour de moi a jugée imprudente, voire égoïste. J'ai vendu la grande maison de Thiviers où j'avais vécu 40 ans avec mon mari Fernand, 2 chiens, un cerisier et une infinité de souvenirs que je n'allais pas emmener dans ma valise. J'ai acheté cet appartement à Béziers, au 3e étage d'un immeuble sans charme particulier, mais avec une vue sur les toits rouges et une boulangerie en bas de la rue qui sent la brioche le dimanche matin. Ma fille pleurait. Mon fils Théodule Gaspard, qui ne pleure jamais, avait les mâchoires serrées. Il pensait que je fuyais quelque chose. En réalité, je courais vers quelque chose, une vie qui ne dépendrait que de moi. C'est le premier secret, et il arrive bien avant que vous pensiez en avoir besoin. Le premier secret, choisir son territoire avant que le territoire vous choisisse. La plupart des gens de mon âge vivent dans des maisons trop grandes, trop lourdes, trop chargées. Des maisons où l'humidité s'infiltre par une fenêtre que le mari réparait toujours, où le jardin mange les week-ends, où l'escalier devient chaque année un peu plus raide. Et un jour, ce n'est plus eux qui habitent leur maison, c'est leur maison qui les habite. Quand j'ai choisi cet appartement, j'ai pensé à ma future vieillesse avec la même froideur que lorsque j'achetais du tissu au marché. Est-ce que ça tiendra ? Est-ce que ça m'ira dans 20 ans ? J'ai checké chaque détail. La pharmacie à 200 mètres, le cabinet médical dans la rue d'à côté, le marché le mardi et le samedi, les transports en commun que je n'utilise pas encore mais qui sont là. La voisine du 4e, Huguette Margot, qui a l'air d'une femme sensée et qui m'a saluée dès le premier jour. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la stratégie. Ceux qui attendent que la santé se détériore pour s'organiser n'organisent plus rien. Ils subissent les décisions des autres. J'ai vu ça chez mes amis, chez mes voisines. Un genou qui lâche, une chute dans la nuit, et soudain c'est la famille qui décide, l'assistante sociale qui oriente, le médecin qui signe. En 2 semaines, une vie de 80 ans se retrouve résumée dans un dossier d'admission. Moi, mon dossier, c'est moi qui l'ai constitué, seule, quand j'avais encore toutes mes forces pour le faire correctement. Fernand est mort il y a 11 ans, d'un infarctus à lundi de novembre, sans crier gare, sans même finir son café. Nous avions été mariés 49 ans.
49 ans de disputes et de rires, de voyages ratés et de nuits parfaites, de dettes remboursées et de rêves un peu abîmés. Je ne prétendrai pas que sa mort ne m'a pas désintégré, elle l'a fait, complètement. Mais il y a quelque chose que le deuil vous enseigne, si vous avez le courage de l'écouter jusqu'au bout. Vous êtes plus résistante que vous ne le pensiez. Pas parce que vous ne souffrez pas, précisément parce que vous souffrez et que vous survivez quand même. Le deuil m'a appris le deuxième secret. Le deuxième secret, refuser la dépendance émotionnelle avant tout autre. Après la mort de Fernand, ma sœur Albine Rosette voulait que je vienne vivre chez elle à Pau. Ma fille voulait que je prenne une chambre dans leur maison de Bordeaux. Mon fils me proposait un studio à côté de chez lui, à Lyon. Tout le monde avait une solution à me proposer. Toutes ces solutions avaient un point commun. Elles me transformaient en satellite de quelqu'un d'autre. J'ai refusé. Et on m'en a voulu pendant plusieurs mois. On m'a dit que j'étais orgueilleuse, que je n'acceptais pas l'aide, que je me punissais. On a employé des mots comme isolement et risque, comme si choisir de rester seule était nécessairement une pathologie. La vérité, c'est que je connaissais un danger bien plus grand que la solitude, devenir le problème central de la vie de quelqu'un d'autre. Cette femme qui téléphone 3 fois par jour parce qu'elle s'ennuie. Cette mère qui attend le week-end comme un naufragé attend le bateau. Ce poids doux mais constant que les enfants portent avec amour mais qui, avec les années, pèse de tout son poids sur leurs épaules. Je ne voulais pas être ça. Alors j'ai fait quelque chose de difficile. J'ai appris à remplir mes propres heures, pas les heures de quelqu'un d'autre, les miennes. J'ai repris la peinture que j'avais abandonnée à 30 ans parce que les enfants prenaient toute la place. J'ai rejoint un club de lecture où je suis la plus vieille et où personne ne me ménage, ce que j'apprécie énormément. J'ai commencé à tenir un journal, non pas pour me souvenir de ce qui s'est passé, mais pour obliger ma pensée à rester précise, organisée, vivante. L'indépendance émotionnelle, ce n'est pas ne pas aimer les autres, c'est ne pas avoir besoin d'eux pour exister. Je dois vous parler de ma voisine Dorothée Lila, qui a 75 ans et que je croise dans l'escalier 2 ou 3 fois par semaine. Elle est aimable, bien habillée, soignée, et elle est en train de mourir de l'intérieur, doucement, sans douleur apparente. Son fils lui téléphone tous les dimanches, 1 fois, 10 minutes. Et la semaine entière de Dorothée Lila s'organise autour de cet appel. Elle prépare ce qu'elle va dire, elle ressasse ce qu'il a dit, elle attend le dimanche suivant. Ce n'est pas vivre, c'est attendre. Je ne lui en veux pas, je la comprends. Mais quand je la regarde, je vois ce que j'aurais pu devenir si je n'avais pas pris certaines décisions inconfortables au bon moment. Le 3e secret, construire une économie personnelle inattaquable. Voilà le secret dont personne ne parle, parce qu'il est jugé vulgaire ou indélicat. L'argent. L'indépendance financière à 80 ans. On suppose souvent que les personnes âgées ont réglé la question, qu'elles ont une retraite, des économies, peut-être un héritage quelque part. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que l'argent des vieux est souvent géré par d'autres. Les enfants qui s'occupent des comptes, le neveu qui connaît un bon conseiller, la banque qui place prudemment en prélevant des frais que personne ne lit. J'ai géré moi-même mes finances toute ma vie. Même quand Fernand était là, je tenais les comptes. Pas parce que je lui faisais confiance en moi, mais parce que je savais que le jour où il ne serait plus là, je devrais être capable de lire un relevé bancaire sans trembler. Ce jour est arrivé. Et j'ai découvert qu'il y avait une assurance sur sa vie dont je n'aurais jamais vu la couleur si je n'avais pas su chercher.
j'ai découvert une petite rente oubliée dans les papiers d'une mutuelle souscrite dans les années 70. J'ai trouvé des erreurs dans ma pension de réversion que j'ai rectifiées moi-même, au téléphone, sans mandater personne. Ce n'est pas une question de fortune, c'est une question de lisibilité. Savoir exactement ce que l'on a, ce que l'on dépense, ce que l'on peut se permettre. Une femme qui ne sait pas ce qu'elle a dans son compte est une femme qui peut se retrouver sous tutelle sans avoir rien demandé. Je connais mes chiffres, je connais mes droits, et personne ne prend de décision financière à ma place. Il y a 3 ans, ma fille a voulu me faire signer une procuration. Juste pour les cas d'urgence, maman. Je lui ai demandé de me définir l'urgence. Elle n'a pas pu. Alors j'ai répondu, quand ce sera urgent, je te signerai ce que tu me demandes. Aujourd'hui, ce n'est pas urgent. Elle m'a regardé comme si j'avais perdu la raison. Peut-être, ou peut-être que j'étais la seule à avoir compris que la vraie urgence, c'était de préserver ma propre capacité à décider. Le 4e secret, entretenir le corps comme on entretient une vieille maison de famille. Je ne cours pas le marathon, je n'ai pas de coach sportif, je ne bois pas de smoothie vert à 6 heures du matin, mais chaque jour je marche. 40 minutes minimum par tous les temps, sauf tempête franche. Je descends mes 3 étages, je remonte mes 3 étages. Je fais mes courses à pied. Je refuse systématiquement qu'on porte mes sacs à ma place, sauf quand ils sont vraiment trop lourds, ce qui m'arrive de moins en moins souvent depuis que j'ai appris à les remplir mieux. Le corps à 80 ans n'est pas le corps de 40 ans, mais il répond encore. Il répond à condition qu'on lui parle tous les jours. J'ai une amie, Perpétue Adèle, qui a arrêté de marcher régulièrement à 72 ans parce que ses genoux la faisaient souffrir. Aujourd'hui, elle a 81 ans et elle ne sort plus sans son déambulateur. Ce n'est pas le déambulateur qui est en cause. Ce sont les 9 années où les jambes n'ont pas été utilisées assez. Le corps oublie ce qu'on ne lui demande plus. Je mange ce que je veux, mais je mange peu et à heure fixe. Je dors 7 heures, toujours les mêmes. Je ne bois presque pas d'alcool, non par vertu, mais parce que j'ai remarqué il y a longtemps qu'il me rendait triste le lendemain, et que la tristesse est un luxe que je ne peux pas toujours me permettre. Et je vais chez le médecin régulièrement, sans attendre d'être malade. Ce n'est pas de la peur. C'est de la gestion. Un problème repéré tôt reste un problème que l'on peut résoudre soi-même. Un problème ignoré devient une urgence que les autres gèrent à votre place. Je vais vous dire quelque chose qui risque de vous surprendre. La vieillesse n'est pas ce que l'on m'avait dit. On m'avait dit que c'était le rétrécissement, l'effacement, le monde qui se referme comme une maison dont on ferme les volets pièce par pièce. On m'avait dit que c'était la peur, la fragilité, la dépendance inévitable. Et il y a des jours où ce portrait est juste, des jours où mon genou gauche me rappelle que je ne suis plus à 30 ans, des nuits où je pense à Fernand avec une violence que le temps n'a pas vraiment atténuée, des matins où l'appartement est trop silencieux et où le silence a un goût d'acier. Mais la vieillesse, c'est aussi quelque chose que personne ne m'avait prédit, une clarté absolue. À 80 ans, je n'ai plus de temps à perdre avec ce qui ne me convient pas. Je n'assiste plus aux dîners ennuyeux par politesse, je ne garde plus les amitiés qui me drainent, je ne lis plus les livres qui m'ennuient au-delà de la 50e page, je ne m'excuse plus d'exister. Cette clarté-là est un cadeau que seules les décennies peuvent offrir. Ma petite fille Isor Camille a 19 ans. Elle vient me voir une fois par mois, elle s'assied sur le rebord de ma fenêtre avec son thé et ses questions. Elle me demande comment j'ai fait, comment je tiens,
comme si vivre seul à 80 ans était un exploit que les autres réservent à des créatures d'exception. Je lui dis la vérité, ce n'est pas un exploit, c'est un ensemble de décisions prises assez tôt, répétées assez longtemps pour devenir une façon d'être. Choisir son territoire avant d'être choisi par lui, refuser de faire de sa solitude un appel à l'aide, connaître ses chiffres mieux que personne, parler à son corps tous les jours, même quand il répond mal. Ce n'est pas une philosophie de magazine, ce n'est pas non plus une recette universelle, c'est ce qui a fonctionné pour moi dans cette vie précise, avec ce caractère précis, après ces deuils précis. Isor Camille m'écoute avec ses grands yeux et je vois qu'elle enregistre. Elle enregistre non pas pour dans 60 ans, mais pour maintenant. Parce qu'on n'apprend pas l'indépendance à 70 ans, on la pratique à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature que l'âge ne peut plus arracher. Ce matin, après avoir posé mes sacs, j'ai ouvert ma fenêtre sur les toits rouges. Le vent sentait l'herbe coupée et l'essence, comme souvent à cette heure dans ce quartier. Un pigeon a marché sur le rebord, avec cette suffisance particulière aux pigeons qui ont compris qu'ils occupent la ville autant que vous. J'ai pensé à Fernand, comme presque tous les matins, mais sans larmes, avec cette tendresse sèche et nette qui est la couleur que prend l'amour quand le temps l'a bien travaillé. J'ai pensé que dans 4 jours, Isor Camille viendrait s'asseoir sur le rebord avec son thé. J'ai pensé que le club de lecture se réunit jeudi et que j'ai un avis tranché sur le roman que nous avons lu ce mois-ci. J'ai pensé que personne, en ce moment précis, n'avait de décision à prendre à ma place. C'est ça, le secret véritable. Pas les 4 secrets que je vous ai listés, qui ne sont que les instruments. Le secret véritable, c'est ce sentiment, être l'auteur de sa propre journée. Pouvoir se dire, au moment de fermer les yeux le soir, que rien dans les heures qui viennent de passer ne s'est passé sans votre consentement. À 82 ans, Célestine Vouriot referme sa fenêtre, remet de l'eau à chauffer et décide toute seule de ce qu'elle va faire de son après-midi. Ce n'est pas de la solitude, c'est de la souveraineté.